Et puis dans quelques instants, je reçois mon invité pour parler évidemment de la situation à Alep, Ziad Majed, professeur des études du Moyen-Orient à l'Université américaine de Paris. À tout de suite. RMC, l'info, le matin, c'est là que ça se passe. 7h39 sur RMC, votre invité Laurent Neumann, Ziad Majed, professeur des études du Moyen-Orient à l'Université américaine de Paris, auteur de Syrie, la révolution orpheline, aux éditions Actes Sud. Bonjour Ziad Majed. Bonjour. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'apprête à voter tout à l'heure, ce sera à la mi-journée, une résolution française d'ailleurs, à partir d'un texte français prévoyant de déployer des observateurs internationaux pour assurer l'évacuation dans les meilleures conditions humanitaires possibles à Alep. On le disait tout à l'heure, des centaines de milliers de morts depuis le début du conflit, des millions de réfugiés. Et il y a, à l'heure où on se parle, encore 40 000 civils qui sont dans Alep et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de sortir. C'est à peu près ça la situation. Tout à fait. Depuis 2011, on compte déjà plus de 200 000 morts civiles. En plus des quelques 200 000 morts combattants des deux côtés. 55% de la population de la Syrie aujourd'hui ne vit pas chez elle. Il y a 7 millions de déplacés internes et 6 millions vers les pays voisins et vers le reste du monde. Il y a presque 200 000 disparus, la majorité dans les geôles du régime Assad. Donc c'est une catastrophe humanitaire que les Nations Unies avaient qualifiée de la plus grande catastrophe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc d'une certaine manière, cette résolution et ces fameux observateurs, c'est un moindre mal, mais c'est pas la solution. Ce n'est pas la solution, mais c'est un moindre mal. Ça va permettre la présence d'observateurs de plusieurs pays du monde pour être sûr que les gens qui quittent Alep-Est ne seront pas arrêtés ou torturés par le régime, notamment les hommes, puisque les Nations Unies ont parlé de plusieurs centaines d'hommes qui ont disparu déjà en quittant Alep-Est vers les quartiers contrôlés par le régime. Donc c'est une volonté de la part de la communauté internationale de montrer que quelque chose peut se faire, même si c'est un peu tard pour une bonne partie de la population syrienne. C'est tardif et c'est compliqué parce que cette résolution, elle parle d'un texte français, mais la Russie n'en a pas voulu. Il a fallu des heures de discussion. Exactement. Finalement, la Russie a fini par accepter. Pourquoi cette acceptation? Parce qu'il faut donner des gages aussi à la communauté internationale? En fait, la Russie a utilisé déjà 6 fois le droit de veto pour bloquer des résolutions concernant la Syrie. Cette 7e fois, l'ambassadeur russe avait menacé d'utiliser encore une fois le droit, mais finalement, il y a eu un compromis. Les Russes avaient peur d'une chose. Pour la première fois, quelques pays occidentaux, dont la France évidemment, mais également les États-Unis, ont parlé d'aller à l'Assemblée générale. Si jamais il y a 9 votes positifs à la résolution française, on passe à l'Assemblée générale, considérant que le Conseil de sécurité n'a pas fait son devoir pour préserver la paix et pour sauver des civils. Et dans ce cas-là, les Russes seraient dans une mauvaise posture. Donc, encore qu'à l'Assemblée générale, le vote n'est pas obligatoire. N'est pas obligatoire, mais il sera important et il va faire une pression de plus en plus diplomatique comme médiatique sur les Russes qui sont responsables des crimes de guerre qui ont été commis à Alep-Est. Donc finalement les Russes ont proposé quelques modifications. Ils voulaient stipuler la souveraineté de l'État syrien, donc de leur protéger Assad, et peut-être ils vont aussi discuter les mécanismes par rapport au chapitre 7. Est-ce que cela va être une résolution qui peut être imposée ou pas? Donc il y a des négociations, mais pour la population d'Alep, c'est le moindre mal, au moins d'avoir des témoins pour que cela ne se poursuive pas à huis clos comme ça l'a été jusqu'à maintenant. Mais que je comprenne bien, ce matin, vous êtes confiant, vous pensez que les Russes vont finir par accepter cette résolution réécrite comme ils le souhaitaient, hein? Oui, il paraît qu'ils vont plus utiliser le droit de veto, ils peuvent s'abstenir, mais ils vont pas voter contre, de moins c'est ce qu'ils ont promis jusqu'à maintenant. Alors cette résolution, elle demande à l'ONU et à d'autres institutions, je pense à la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, au fond de superviser les évacuations, mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi les forces sur place accepteraient que tout ça se passe bien. C'est une mission extrêmement dangereuse. Il y a des milices irakiennes, il y a des milices chiites, il y a le Hezbollah libanais. Est-ce qu'on est sûr que ces milices accepteront, lorsqu'elles seront sur place, ces organisations humanitaires pour accompagner ces évacuations? Ils vont certainement, ils vont poser des problèmes. Ils vont essayer également de créer des obstacles, des conditions. Mais si jamais les Russes et les Iraniens décident d'accepter, parce que d'un côté il y a leur réputation entre guillemets, même si c'est pas toujours une priorité pour eux, qui est en question. Ils vont peut-être négocier également d'autres acquis. Le problème de l'évacuation d'Alep, il est vrai que ça nous soulage de voir des populations civiles sauvées d'un siège et d'un bombardement. Mais en même temps, leur évacuation, c'est également un déplacement forcé. Ils devaient rester chez eux à Alep-Est et l'acheminement de l'aide humanitaire devait se faire vers les quartiers sur place. Or, on a créé une nouvelle situation où, après
avoir assiégé et bombardé une population civile par l'aviation russe et celle du régime Assad et des milices chiites iraniennes, libanaises, irakiennes, afghanes, pakistanaises, etc., on leur impose un déplacement. Donc, même au niveau du droit international, la 4e convention de Genève, déplacer une population civile est un crime de guerre. Mais malheureusement, cela se passe et se reproduit en Syrie depuis quelques années. Il y a eu le cas de Zabadani avant, de Daraya, de Madaya, de Mardami et de Homs et maintenant d'Alep. Alors, on dit qu'une partie de ceux qui vont quitter Alep, qui ont déjà quitté Alep, se dirigent vers une autre ville, la province d'Idleb, qui est une autre place forte de la rébellion. Que ça pourrait être au fond la prochaine Alep. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que une fois que Alep on aura éradiquer les rebelles d'Alep, est-ce que les forces du régime vont se diriger vers cette nouvelle province et cette nouvelle ville? C'est une grande probabilité en fait. C'est ce que certains aussi pensent que la prochaine étape, ça va être une tentative de conquête de la région d'Idlib. Cette population déplacée d'Alep part soit vers la campagne de la ville, soit vers Idlib. Donc à la fois ils sont bombardés là-bas. Ce sont des zones également qui peuvent être assiégées si la frontière turque est fermée. Et il y a aucune solution politique ou aucun droit pour le moment qui va les protéger. Donc ils peuvent passer d'un siège qui a été extrêmement dur, voire barbare, vers une autre forme d'un côté de camp de réfugiés et en plus menacés. Les troupes du régime n'ont plus les moyens de conquérir des territoires, mais ils peuvent toujours compter sur le soutien aérien russe et sur les milices chiites sur place qui se battent pour eux. D'un mot, parce que cette question d'Alep est aussi devenue une question politique ici en France. Un certain nombre de responsables politiques, François Fillon, mais d'autres évidemment prônent une forme de rapprochement stratégique avec la Russie, avec la Syrie, souhaitent même lever l'embargo imposé à Moscou après l'annexion de la Crimée. Est-ce que c'est la bonne solution? On dit qu'on ne parle pas avec Poutine, mais en réalité on parle tous les jours avec lui. En fait, depuis 6 ans, la plupart des pays occidentaux ne font que parler avec Poutine, que s'adresser à Poutine pour essayer de trouver une solution en Syrie. Sauf que Poutine considère qu'à la fois il arrive à imposer militairement le rapport de force sur le terrain en sauvant son protégé Assad, et en plus, il mène le jeu politique et le jeu diplomatique. Certaines voix s'élèvent pour un rapprochement avec Moscou. On peut comprendre qu'il est nécessaire de discuter encore plus, peut-être, avec une puissance comme la puissance russe. Mais que cela se fasse avec des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité documentés par les organisations internationales en Syrie, cela relève de la complicité avec ces crimes-là. Et je pense que dans un discours qui est maintenant dominant chez une partie de la classe politique, vous avez évoqué M. Fillon, il y a également Mme Le Pen, il y a M. Mélenchon. Cette normalisation possible avec le régime Assad, ça veut dire aussi un certain mépris du droit international, du peuple syrien. C'est une forme, à mon avis, de révisionnisme, voire de négationnisme de ce qui se passe, parce qu'il y a des centaines de milliers de victimes et l'impunité et la normalisation avec l'accusé des crimes encourage d'autres criminels à poursuivre, et c'est cela qui encourage le terrorisme également à recruter des frustrés, des abandonnés et des gens qui se pensent traités injustement. Merci Ziad Majed, merci d'être venu nous donner toutes ces explications et de nous éclairer sur la situation aujourd'hui à Alep.